Bonjour et bienvenue dans cette chronique taraborienne. Alors, nous allons continuer à remplir le conducteur du scénario Créance 200. Je vous renvoie à la vidéo précédente pour ceux qui ne l'auraient pas visionné. Et nous allons tout de suite rajouter une petite chose que j'avais oubliée concernant certains PNJ. Donc j'avais précisé que Silus, non pas Fordonk, mais Forlonk, le maire d'Alteas, je n'en parlerai pas plus vu qu'il est déjà détaillé dans les épisodes précédents. Ardon Break, idem, le questeur impérial. Par contre, son traître, lui, c'est un nouveau PNJ qui apparaît. Donc je vais le mettre par exemple là en dessous, ça va être plus clair. Et je vais préciser quelques petites choses concernant ce personnage. Je vais préciser son caractère. C'est un colérique. Je vais préciser également une petite particularité physique. Il manchot. Il est manchot. Il lui manque le bras gauche. Je vais mettre bras gauche coupé. Voilà, pour essayer de rester synthétique. Et enfin, je vais préciser ses motivations. Donc, sa motivation principale, c'est une vengeance auprès du questeur, qui est son supérieur. Voilà. Alors, pourquoi trois petits points comme ça? C'est assez pratique pour les PNJ, lorsque ce sont des PNJ qui vont pas être nécessairement récurrents. Moi j'aime bien trois petites entrées, une entrée sur son caractère, une entrée sur une particularité physique, ou ça peut être une façon de parler ou quelque chose comme ça, et surtout ses motivations. Ça suffit pour donner un peu d'épaisseur au PNJ. Il n'y a pas besoin de vraiment plus rentrer dans le détail, c'est raccord avec le scénario. On verra quand on fait des PNJ un petit peu plus importants qui vont intervenir sur de nombreuses séances de jeu, et avec des motivations peut-être qui vont évoluer au fil du cours des intrigues et de l'action qui se déroulent dans la campagne. Là, il faudra un peu plus les fouiller. Mais je dirais que pour du PNJ de base, comme ici, c'est vraiment pas la peine. Voilà, au plus vous en mettez, au plus vous allez risquer de vous emmêler les pinceaux, et ce sera de plus en plus difficile lorsque vous lirez la description d'arriver à incarner le PNJ. Avec ces trois éléments, il est crédible. Il a une réelle interaction avec l'univers et avec le déroulé du scénario. C'est pas la peine, à mon avis, de grossir le trait. On va poursuivre. Donc vous vous rappelez que Jan Gulas avait recruté auprès des marins des personnes pour l'aider à attaquer en fait le convoi du questeur, qui devait ramener l'impôt prélevé dans la cité d'Alteas dans les trésors en fait de l'Empire. Également, là, tant que j'en suis là, vous vous rappelez également qu'on avait choisi pour avoir un ton un petit peu plus dur, de faire que l'ensemble du scénario, un peu à la façon du film Seven, il y a un orage quasi continu tout le long du scénar. On avait également commencé à évoquer, je crois, euh, la première scène qui s'appelait Appel à témoins de la rune impériale. C'était donc une scène d'ambiance qui se déroule sur la place principale d'Alteas, de la cité libre d'Alteas. Un héros de la rune impériale fait un appel à témoins par rapport à l'attaque du convoi du questeur. Silus Forlonk va s'exprimer également, et va expliquer que la rune impériale a désormais les pleins pouvoirs sur la ville. On avait vu que ça, c'était ce qui allait nous permettre de renforcer un petit peu l'aspect tension dans le scénario. Encore une fois, ce genre de tension, ça paraît du détail, mais ça ne l'est pas, hein. En termes de qualité de partie, c'est vraiment des enjeux pour les meneurs de jeu très importants en fait. Beaucoup de choses vont passer par ces tensions, voilà, et ça va faire aussi que vous allez avoir un gameplay autour de la table
qui est avec une espèce de courbe sinusoïdale, avec des évolutions, des temps forts, des temps un peu plus faibles, etc., des temps plus dramatiques, des temps plus sûrs de l'action, etc. Et c'est ça qui va en fait faire que votre scénario, il va être vraiment intéressant à jouer pour vos joueurs et agréable aussi pour tous les joueurs de la table. Alors, je voulais préciser quelque chose par rapport, oui, à cette première situation. Donc, elle va pointer, on avait vu, vers la visite des lieux de l'attaque. Et donc, ça me donnait l'idée de rajouter dans mes lieux importants, donc, un lieu que je vais appeler les Trois Pierres, et qui est en fait le lieu où s'est déroulée l'attaque du convoi, lieu de l'attaque du convoi. Tac, du convoi. Pour l'instant, je vais préciser, tant que j'en suis là, quelques petites choses par rapport à ce lieu. C'est extrêmement boueux, extrêmement boueux, ce qui donnera l'occasion de, d'animer un petit peu, d'avoir des challenges ludiques à réaliser pour les joueurs quand ils seront sur place. C'est extrêmement boueux, ça va être en bordure de forêt. De forêt. Verdure, non, c'est pas vraiment ça. Ça va être en bordure de forêt. Et ça va être plutôt désertique. Oh, c'est pas la peine. Non, je vais pas en dire plus pour l'instant. Euh, voilà, du coup là, mon appel à témoin de la rune impériale, il va pointer, je peux le nommer directement maintenant, les Trois Pierres. Voilà. On va poursuivre avec une scène suivante. Je vais rajouter un PNJ qui est en fait Nilias Corbett, qui est une prêtresse, Cobrette, pardon, qui est une prêtresse à qui les personnages ont rendu service dans le scénario précédent, puisqu'elle était en charge de l'éducation de deux jeunes novices. Elle devait des années au temple, après avoir elle-même été instruite par ce temple. Et donc elle a à sa charge deux novices. Et dans l'épisode précédent, pour la petite histoire, l'un de ces novices se faisait tuer et l'autre disparaissait. Et elle avait demandé de l'aide au PJ. Ce qui fait qu'ils ont déjà une relation avec ce PNJ. Alors ça, c'est aussi quelque chose que j'aime bien faire sur de la campagne, c'est plutôt que de faire apparaître à chaque fois de nouveaux PJ, vraiment penser à développer les relations que pourraient entretenir vos joueurs avec des PJ quand ils les rencontrent. Là, vous voyez, il y a eu un véritable échange lors du scénario précédent. Donc maintenant, ils ont un petit peu pas une amie parce que c'est un bien grand mot, mais enfin un PJ avec lequel ils ont des relations privilégiées et qui connaît bien la ville, à contrario des personnages qui eux sont arrivés là un petit peu par la force des choses, on va dire. On va rajouter maintenant donc une nouvelle scène. Cette nouvelle scène, elle va permettre de dynamiser un peu le scénario et surtout de faire en sorte que les PJ s'intéressent en fait à cet appel à témoins après avoir été juste témoin de cet appel à témoins. Et je vais l'appeler Confidence de Nilias Cobrette, donc cette fameuse prêtresse. Il va se dérouler à l'auberge où résident les PJ. Les PJ. Et on va avoir quelques petites précisions. Alors, la prêtresse a entendu dire que, virgule, parmi les assaillants du convoi,
virgule, se trouvaient des marins. Alors bon, il est peut-être pas utile de préciser comment elle l'aurait entendu dans le scénario, hein. Pourquoi pas, vous pouvez le faire. Bon, ça dépend du degré un peu de choses dont vous sentez avoir besoin pour maîtriser. Moi, je sais que dans ma tête, c'est clair, elle a entendu ça tout simplement parce que elle a l'habitude d'être dans la ville. Donc voilà, c'est une rumeur un petit peu qui a commencé à courir. Et donc ça fera pointer le scénario vers le port de la ville lorsqu'elle va en parler au personnage. Et d'autre part, elle sait que les impôts s'élevaient à plus de 2000 pièces d'or. Voilà, qui pourrait, je pense, allécher. Donc les impôts prélevés s'élèvent à plus de 2000 pièces d'or. Voilà, qui pourrait allécher, j'imagine, les personnages. Là encore, bon, c'est pas vraiment une scène d'ambiance, hein, puisque les personnages auront l'occasion d'en parler avec elle. On va pouvoir rajouter maintenant directement une autre scène qui va être tout simplement les trois pierres, donc l'endroit où a eu lieu l'agression. Donc c'est à la périphérie de la ville, en bordure de forêt, à la périphérie de la ville. On va mettre peut-être des petites précisions sur le décor. Donc on va reprendre, là vous pouvez reprendre directement ce que vous avez mis, hein. Donc c'est boueux, très boueux, extrêmement, on avait même dit, extrêmement boueux. Et qu'est-ce qu'on avait mis d'autre? Voilà, bordure de forêt, donc tout ça c'est repris. Maintenant on va préciser donc ce qui se passe un peu dans cette scène. Alors dans cette scène, moi j'ai choisi qu'en fait il y ait un petit peu d'action. Et donc en fait les personnages vont être, alors qu'ils sont sur les lieux, être attaqués par un péril. Donc je vais aller prendre mon petit picto péril et les PJ sont attaqués par alors que je m'essaie de me rappeler les personnages qu'il y a dans la forêt, le type de créature. Alors je ne vais pas utiliser les créatures de la forêt, je vais me profiter pour que le péril qui attaque les personnages soit raccord avec ce qui se passe à l'échelle globale de la campagne. Voilà, c'est pas la peine que je vous en dise plus pour le moment, parce que je pense que je ferai une série de chroniques taraboriennes sur un petit peu l'histoire de la campagne en elle-même. Sachez juste que une partie des clans orques et trolls de la région commence à se soulever, visiblement sous l'impulsion d'une tierce personne. Et petit à petit, il est important qu'au cours que les scénarios avancent, au cours des différents scénarios, les PJ commencent à comprendre ça. C'est très important pour la suite du déroulement de la campagne. Alors c'est aussi le genre de choses donc, que j'utilise de manière à avoir, si vous voulez, quelque chose d'assez
d'assez structuré et d'avoir un cadre en fait. Et plutôt que de l'imposer aux joueurs, moi je préfère la manière douce qui consiste en fait à tranquillement poser des petits éléments qui petit à petit vont amener les joueurs à comprendre les choses. Ça me paraît être l'optique la plus crédible, la plus en termes. Oui, bon, là, ça fait un peu de simulationnisme, mais oui, ça paraît être le plus logique pour leur amener les choses plutôt que de leur poser les choses. Blam. Et là, voilà, ça va être fait plus subtilement et généralement c'est mieux reçu par les joueurs. Plutôt que de leur dire des choses, vous suscitez les choses et vous verrez que du coup ils sont obligés de reprendre l'initiative et de développer, de dérouler la pelote eux-mêmes. Et le sentiment est pas du tout le même quand on est côté joueur. Voilà, c'est au lieu de voir des grosses ficelles, on voit un petit bout de ficelle et on est très fortement incité à tirer dessus. Et du coup, comme on est actif et non pas passif, eh ben, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, ils vont être attaqués par des orques. Qu'est-ce que cela va sous-entendre? Ils vont pouvoir récupérer sur ces orques, en fait, des indices. Je vais chercher mon petit picto. Parmi ces indices, les orques Euh, les orques arborent des peintures de guerre d'un genre nouveau. C'est-à-dire qu'on a coutume de voir les orques qui sont un petit peu, même s'ils appartiennent au même clan, généralement ils ont, oui, quelques reconnaissances. Là, il y aurait un nouveau sigle qui apparaîtrait. Et ce nouveau sigle, c'est une patte de dragon au travers d'un nuage. Une patte de dragon au travers d'un nuage peint sur leur bouclier. Voilà. On va pouvoir ajouter également peut-être un challenge ludique. Ça va être l'occasion. Euh, voilà, donc ce sera la même entrée en fait. Hein. Simplement, donc, je rajoute derrière test de connaissance de la région. Voilà. En gros, je le développerai lorsque je serai dans la partie rédaction, vraiment rédaction pure et dure du document en dur du scénario. Là, dans mon conducteur, ça suffit pour y penser en fait lorsque j'aurai besoin de la rédiger. Que vais-je rajouter d'autre? Je pense que je vais avoir besoin de dire vers où tout cela va pointer. Je vais rajouter encore un indice qui est également un challenge ludique. Voilà, en fouillant. Les PJ trouveront des traces de bottes, virgule, test, traces de bottes de marin. Voilà, virgule, et je vais dire que, encore une fois, je vais mettre un point, test, connaissance de la région. Voilà. Donc au cas où les PJ me disent qu'ils fouillent, je leur décris un petit peu la scène. Il va y avoir donc extrêmement boueux. On va rajouter des débris du chariot. Des débris du chariot enflammés, brûlés d'ailleurs, puisque chariot brûlé. Et ces fameuses traces de bottes et une connaissance
un test de connaissance de la région leur permettra de reconnaître des bottes de marin. Donc mon affaire, eh ben, du coup, elle va pointer une fois de plus vers le port de la ville. Voilà. C'est-à-dire que c'est une deuxième chance pour les personnages de d'aller y faire un saut. Au cas où ils auraient les confidences de Nilias Cobret après s'être rendu sur les lieux. Ce que je ne pense pas, puisque je pense que je la ferai intervenir en deuxième scène. Enfin bon, je verrai ça quand j'ordonnerai les scènes un petit peu plus tard. Qu'est-ce que nous pouvons rajouter maintenant? Alors il y a une espèce de choix moral qui commence à apparaître, à mon avis, c'est que vont-ils faire? Que vont faire les PJ s'ils récupèrent les impôts? Vont-ils les garder pour eux? Vont-ils les rendre aux autorités de la ville pour, en espérant gagner du coup leur confiance pour la suite des événements, hein, ce qui peut être un calcul intéressant, sachant que bon, amasser de l'or pour amasser de l'or, bon, moi je joue pas vraiment ce type de, enfin j'essaie de pas trop privilégier ce genre de choses dans mes campagnes, surtout qu'on n'est pas dans un système type D&D où les pièces d'or sont convertibles en points d'expérience. Donc ça serait judicieux en fait que les personnages résistent à l'appât du gain et s'ils arrivent à la fin de ce scénario à mettre la main sur les impôts qui ont été dérobés, bah, qu'ils choisissent plutôt de les rendre aux autorités pour gagner un peu les faveurs des autorités de la ville. Je pense que ce serait bien plus intéressant pour eux. En termes de révélation, donc là je peux noter que la première révélation, début de révélation, donc ce serait un soulèvement des clans orques réunis sous la même bannière. Alors, du coup, si je le fais comme cela, je pense qu'il faut... Vous voyez, on avance vraiment en pas à pas, hein. On rajoute quelque chose, ça fait retoucher, mais c'est beaucoup plus facile que de le faire en écrivant le scénario au fil de la plume. Ça veut dire qu'ici, il faut que je précise également autre chose. Ça va être encore une fois un indice et un challenge ludique. Voilà. Un test de connaissance des orques permet de comprendre que plusieurs clans sont réunis parmi les assaillants. Donc ça, c'est une information qui n'aura peut-être pas vraiment d'incidence dans le scénario actuel, mais plutôt pour la suite de la campagne. C'est souvent ça les cases en fait, révélation. Il peut arriver que j'y mette des révélations qui sont purement liées au scénario en cours, mais encore une fois, moi c'est plutôt un moyen que je vais utiliser pour mettre des révélations sur des choses qui vont intervenir plus tard. Ensuite, qu'aurais-je envie d'ajouter dans ce scénario? On a les trois pierres, on a le combat sur le bateau dans le port. Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Oui, alors par rapport à mon thème, je voulais ajouter en fait, donc je vais mettre ça dans les révélations. Et là, ça, vous allez voir que c'est exactement l'exemple que je vous donnais. Une révélation qui va définir quelque chose qui va être s'engager
dans ce scénario même, c'est un bang. Donc un bang, en fait, c'est ce que moi j'appelle bang, c'est une révélation sur l'un des personnages joueurs qui va faire que lorsque vous lui apprenez, eh bien, son positionnement va changer. Voilà. Donc moi j'aime bien au départ, même si je me mets d'accord avec les joueurs sur le background de leur personnage, pouvoir garder la main, ne pas tout leur révéler. Et je les préviens, hein, bien sûr, en début de campagne. Il se peut qu'à certains moments, je vous révèle des choses sur votre personnage, parce que c'est beaucoup plus intéressant de les faire intervenir à l'instant T, puisque ça va être des triggers en fait, hein, qui vont permettre à l'action ou à l'intrigue de rebondir. Donc le voleur de la troupe doit s'acquitter d'une forte dette. Et je préciserai donc à ce joueur et souhaitera récupérer les impôts pour la régler. Voilà, alors pour que ce soit un petit peu plus parlant, lorsque je rédigerai le scénario, je vais me mettre un petit bullet point, dette auprès d'une guilde. Voilà. Ensuite, que pourrais-je avoir dans les lieux importants, donc il y a le combat donc sur le bateau du port. Tel que je le vois, je pense que ça va être l'endroit où se trouvent les impôts. En fait, hein, donc puisqu'ils ont été capturés par des marins, hein, payés par Jan Goulas, qui lui ne peut pas se permettre d'attaquer lui-même le convoi, hein, sinon il serait bien sûr sa traîtrise serait immédiatement découverte. Euh, il va y avoir cette scène qui pourrait d'ailleurs être le petit climax de la séance, au cours de laquelle donc les PJ vont arriver à remonter la filière jusque sur le bateau et à découvrir certaines choses. Donc dans les lieux importants, il va y avoir le port. Voilà, puisque on a vu que des indices pointaient déjà dans cette direction. Alors le port d'Alteas, il est un petit peu décrit dans le background de la ville, donc il faut reprendre des éléments. Donc c'est un port fluvial qui est beaucoup d'échanges commerciaux. Voilà, je mets ça un petit peu comme ça pour l'instant. On n'est pas du tout dans la rédaction. Beaucoup d'échanges commerciaux et on va me rajouter forte densité de population étrangère à la ville. Voilà, c'est un petit peu le lieu où traînent un peu les marins, etc. Ça permet aussi ça de créer un peu des ruptures, voilà, des rencontres un peu intéressantes. D'ailleurs qui pourront même, pourquoi pas, avoir un effet sur la suite de la campagne. Voilà, j'ai rajouté un petit saut ici, de manière à ce que ça paraisse plus clair. Oui, lorsque j'ai des bullet points sous une entrée, je fais un petit écart de ligne, de manière à ce que mon document reste le plus lisible possible, hein, parce que vous voyez qu'au fur et à mesure où ça se remplit, eh bien, faut continuer à pouvoir se repérer et naviguer à l'intérieur du mieux possible. Donc, il va y avoir une scène fatalement. Alors, ça va pas vraiment être une scène au sens premier du terme, mais je vais faire une entrée pour le port d'Alteas. Voilà. Donc, c'est un port très
très commerçant qui fourmille d'activités. Il faudra rendre ça dans les décors. Fourmille d'activités. Voilà, port fluvial très commerçant qui fourmille d'activités. Voilà, beaucoup d'étrangers. Beaucoup d'étrangers. On va rajouter ici un petit bullet point au niveau des activités. Pour préciser que c'est le cartel des guildes qui dirige le port. Alors le cartel des guildes, qu'est-ce que c'est? C'est une faction en fait qui appartient aux settings des terres taraboriennes. C'est en fait un consortium de grands marchands qui est devenu une véritable entité politique de premier ordre et qui voilà, contrôle un petit peu tous les business dans beaucoup d'endroits, beaucoup de ports, beaucoup de villes de, des terres taraboriennes. C'est des gens qui ont un... Il faut vraiment... Enfin moi j'ai conçu cette faction comme une faction qui est vraiment dans la neutralité la plus totale, à savoir eux... ils n'ont pas trop de religion, ils n'ont pas trop de patrie. Leur patrie, c'est le business. Par contre, ils sont très très doués dans tout ce qui concerne les intrigues politiques et les jeux de pouvoir, notamment au Sénat impérial, où ils sont représentés pour continuer à tenir les rênes du business malgré l'Empire, malgré l'avènement de la République, etc. Voilà, je pense que pour cette troisième partie, on va s'arrêter ici, c'est déjà pas mal. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite de cette chronique taraborienne sur la conception et la rédaction des scénarios, et plus particulièrement du scénario Créance de sang. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. À bientôt.